Pendant 15 ans, elle m'a appelé son bœuf de labour, sa bête de somme dont les mains sentaient le gasoil et la crasse. 15 ans que je la portais sur mon dos, bâtissant notre avenir, tandis qu'elle construisait sa vie sur le mensonge et mon aveuglement. Mais aujourd'hui, en pleine fête, au milieu de cet appartement douillet acheté à crédit, j'ai entendu un son qui a bouleversé mon monde. Un son qui contenait toute l'abjection de sa trahison et le présage de ma vengeance glaciale. J'ai perçu ce bruit étrange et étouffé à travers le vacarme assourdissant de cette pop bon marché mais si populaire auprès des jeunes qui sortaient des enceintes. Ce n'était pas un cri de joie, ni un rire cristallin, mais quelque chose de tout autre. Un gémissement sourd et retenu, empli jusqu'au bord d'une luxure animale et sans phare. En un instant, il m'a coupé le souffle, m'a fait me figer, à l'écoute du silence pulsant en moi. Je me tenais au milieu de mon propre appartement de 4 pièces, acheté si difficilement à crédit, où l'air conservait encore les arômes des salades de fête que ma femme Valérie avait préparées et la fumée des brochettes que je venais de retirer du grill. Et à cette seconde, comme la foudre, la prise de conscience m'a transpercé. 15 années d'auto-illusion, de cécité volontaire venaient de s'achever. Et elle se terminait, je le sentais déjà, dans le sang et la perte irréparable. Je m'appelle Christophe, j'ai 48 ans. Je n'appartiens pas à cette catégorie d'employés de bureau qui passent leur journée devant un ordinateur, ni ne suis un informaticien au sens moderne du terme. J'ai passé toute ma jeunesse dans des zones de conflit, servant dans une unité des forces spéciales, où j'ai appris à apprécier la vie et à prendre des décisions rapides. Puis, de retour à la vie civile, j'ai porté de lourdes ferrailles sur les chantiers, récupéré des dettes pour des hommes d'affaires peu scrupuleux. Et au début des années 2000, alors que le pays commençait tout juste à se remettre, je me suis accroché de toutes mes forces à cette nouvelle vie. J'ai ouvert mon service de transport routier à la périphérie de la zone industrielle, près de Lyon. J'avais 2 camions neufs achetés en leasing, un vaste garage pour les réparations et cet appartement dans une résidence neuve. Ici, chaque carreau dans la salle de bain, chaque clou au mur, tout avait été acheté avec mon argent durement gagné, avec ma sueur et mon labeur acharné. Et, comme je le croyais naïvement, j'avais une vraie famille solide. Ma femme Valérie et notre fille unique, Julie. Aujourd'hui, Julie fêtait ses 17 ans. La fête battait son plein. L'appartement bourdonnait de voix et de musique. Je venais justement de retirer la dernière portion juteuse de brochettes du barbecue électrique installé sur le balcon. De la vraie viande, du porc de qualité, pas du poulet sur lequel Valérie aimait tant économiser. Elle a toujours pensé qu'on pouvait grappiller quelques euros sur tout ce qui lui semblait superflu. Les invités, principalement des jeunes amis de Julie et quelques voisins, bavardaient bruyamment dans le grand salon. Valérie, tel un papillon voletant, allait et venait entre eux, remplissant les coupes de champagne. Aujourd'hui, elle était particulièrement belle. Sa robe noire moulante soulignait sa silhouette, et sa coiffure complexe et coûteuse d'un salon branché la rendait encore plus raffinée. Je savais combien cela avait coûté, mais je me taisais. C'était l'anniversaire de notre fille, et lui, Thierry, était là. Son collègue, juste un ami, comme elle le disait toujours. 15 ans de ce simple ami qui suivait ma vie comme une ombre. Il était venu avec un énorme bouquet de fleurs exotiques et un nouveau smartphone dernier cri pour Julie. J'ai vu comment Valérie avait retenu sa main à l'entrée un peu plus longtemps que ne le permettaient les convenances. Un peu plus longtemps que ne l'autorisait un simple collègue. Thierry, homme élégant et soigné d'une 40aine d'années, avec une montre de luxe à son poignet fin, sentant toujours ce parfum haut de gamme et entêtant qui se mélangeait cependant toujours à l'odeur âcre de cigarette. Il travaillait dans son entreprise Capital Progrès comme directeur commercial. Mon instinct flairait sa pourriture. Je la sentais depuis toutes ces années. Je me souvenais comment il s'attardait en réunion jusqu'à minuit, comment Valérie revenait du séminaire d'entreprise à Nice et ses yeux brillaient d'une façon particulière. Et elle sentait non seulement le vin, mais aussi ce maudit parfum. Je me rappelle avoir trouvé dans son téléphone un message. « Valérie, tu as été extraordinaire. » Elle m'avait alors fait une véritable crise, hurlant que j'étais paranoïaque, qu'il félicitait son rapport trimestriel et rien d'autre. Et je fermais les yeux. Je construisais ma maison. J'élevais notre fille. Je ne voulais pas voir ce qui était si évident. Je travaillais 16 heures par jour, portais des boîtes de vitesse de mes propres mains pour que Julie ait ce nouveau smartphone, pour que Valérie ait cette robe coûteuse.
Je pensais naïvement que c'était de l'amitié, que c'était le prix qu'elle payait pour ma perpétuelle occupation, pour cette odeur d'huile de moteur qui s'incrustait toujours dans la peau. Je portais le plat de brochettes vers la cuisine quand Julie m'a attrapé par le bras. « Papa, tu es le meilleur, merci », s'est-elle exclamée. Ses yeux rayonnaient de bonheur. Je l'ai embrassée sur le front. « Tout pour toi, ma puce. » Et à cet instant précis, alors que mes yeux se détachaient de ma fille, j'ai remarqué que Valérie et Thierry n'étaient plus dans la pièce. Ils avaient disparu, pas simultanément, pas ostensiblement. D'abord, elle était sortie pour retoucher son maquillage, puis lui pour passer un coup de fil. Un choc électrique m'a traversé. Une sueur froide a coulé dans mon dos. J'ai machinalement posé le plat de viande sur la table. La voisine, Madame Dupont, m'a demandé quelque chose à propos de ma vieille mais fiable Peugeot. Et j'ai hoché la tête mécaniquement, sans entendre ces mots. Mes jambes m'ont porté d'elles-mêmes dans le couloir, passant devant la salle de bain. La porte de notre chambre, de ma chambre, était entr'ouverte, mais pas complètement fermée. Et de là, à travers la musique rythmée du salon, j'ai de nouveau entendu ce même son. Un gémissement et un murmure haletant et saccadé de Valérie. « Plus vite, Thierry, pendant qu'il s'occupe de la viande. » Je ne me suis pas figé. Quelque chose a cliqué en moi, comme un vieux verrou rouillé qu'on n'a pas graissé depuis longtemps. Je ne pensais pas à ce que les invités allaient voir, à ce que Julie allait penser, au fait que cela détruirait tout. En moi ont exposé ces 15 années d'humiliation, toutes ces années d'aveuglement volontaire que je m'étais infligé à moi-même. J'ai poussé la porte du pied. Il se tenait près de la fenêtre, pas sur le lit. Cela aurait été trop simple, trop banal. Il avait retroussé sa robe par derrière, les mains appuyées sur le rebord de la fenêtre où trônaient les photos d'enfance de Julie dans leur cadre. Et elle, ma femme, la mère de mon unique enfant, se tenait là, agrippée au rideau, gémissant doucement tandis qu'il bougeait en elle rapidement et salement. Ils ne m'ont même pas remarqué tout de suite. Thierry portait encore son pantalon, mais la ceinture était défaite, dévoilant une bande de peau blanche. En me voyant, il s'est figé, puis a tenté maladroitement de reculer comme un voleur pris sur le fait. Valérie s'est retournée. Son visage, déformé par le plaisir une seconde auparavant, s'est instantanément transformé en masque de terreur sauvage et primale. Rouge à lèvres barbouillé, yeux fous. « Christophe, Christophe, ce n'est pas ce que tu crois, c'est... » Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai fait un pas dans la pièce. Je ne ressentais ni douleur, ni chagrin, ni désespoir. Seulement une rage froide et vibrante qui bourdonnait dans mes oreilles, étouffant tous les autres sons. Thierry a tenté de boucler sa ceinture, balbutiant quelque chose à propos d'un malentendu, d'un accident. Je l'ai regardé, son cou fin, ses petits yeux apeurés qui fuyaient, et j'ai compris que simplement le jeter hors de l'appartement, c'était trop peu, trop facile. Je me suis lentement approché de la vieille commode. Valérie reculait vers le mur, couvrant sa bouche de sa main, commençant à sangloter doucement et par à coups. Ce n'était pas cette hystérie qu'elle me faisait quand je la prenais sur un mensonge. C'était une peur animale, instinctive. Elle savait de quoi j'étais capable. Elle m'avait vu une fois, sur le parking du supermarché, quand 3 voyous avaient tenté de m'arracher mon sac. Elle se souvenait du craquement des os, de la façon dont les corps humains se plient sous la fureur. Thierry, lui, ce petit rat de bureau, n'avait pas encore compris. Il a tenté de me contourner, de se faufiler vers la porte. « Christophe, parlons-en, nous sommes des adultes. » Je l'ai attrapé, pas par les vêtements. Je l'ai saisi à la gorge. Mes doigts, habitués au métal brut et à l'huile brûlante, se sont refermés sur sa peau molle et sa pomme d'Adam fragile. Il s'est mis à râler. Ses chaussures de luxe à 300 € ont raclé le parquet. Je l'ai soulevé. Il était léger comme un sac vide. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai simplement maintenu, comprimant sa gorge. Je fixais ses yeux qui sortaient de leurs orbites, où la terreur se mêlait à l'incrédulité. Il ne pouvait croire que cela lui arrivait. Il me martelait les bras, mais mes mains étaient des étaux d'acier que j'avais entraînés pendant des années. Valérie s'est mise à hurler fort, de manière perçante. La musique dans le salon s'est tue, comme effrayée. J'ai entendu Julie crier « Maman, papa !» mais je ne lâchais pas. Je l'ai traînée hors de la chambre dans le couloir. Valérie s'est accrochée à mon épaule. « Lâche-le, tu vas le tuer, Christophe. »« Non, je t'en supplie. » Je l'ai repoussée. Elle a heurté le chambranle de la porte et a glissé par terre.
J'ai extrait Thierry haletant vers l'entrée. Les invités et Julie se tenaient pétrifiés, abasourdis. Sur leur visage se lisait l'incompréhension. Puis ils m'ont vu. Mon visage déformé par la rage, et le pantalon déboutonné de Thierry, son visage bleuissant. Julie a porté sa main à sa bouche. Ses yeux se sont emplis de larmes. Je ne relâchais pas ma prise. Je l'ai traînée jusqu'à la porte d'entrée, l'ai ouverte d'une main, et seulement à ce moment-là, quand son visage a commencé à virer au bleu, quand il commençait déjà à perdre connaissance, j'ai desserré mes doigts. Il s'est effondré sur le paillasson, toussant et aspirant l'air avidement. Christophe a-t-il croassé? Je ne l'ai pas laissé se relever, je l'ai attrapé par les cheveux qui sentaient ce parfum ignoble, et j'ai écrasé son visage violemment contre le cadre métallique de la porte. Un craquement humide et répugnant a retenti, le bruit des os qui se brisent. Le sang a giclé sur le papier peint clair, y laissant d'horribles taches écarlates. Valérie a hurlé comme si on l'égorgeait elle-même. Je l'ai frappée encore une fois, puis encore. Je n'entendais pas les cris. Je ne voyais que ces 15 années de mensonges, ces 15 années d'humiliation. Je voyais ses mains sur ma femme. Je voyais son cadeau. Ce smartphone coûteux dans les mains de ma fille. Je ne me suis arrêté que lorsqu'il a cessé de se débattre et s'est ramolli, devenant une poupée inerte entre mes mains. J'ai ouvert la porte de l'ascenseur qui, par chance, se trouvait à l'étage, et j'ai jeté son corps sur le sol sale de la cabine, comme un sac d'ordures. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se sont refermées, emportant sa carcasse ensanglantée vers le bas, loin de ma vie. Je me suis retourné. Tout le vestibule était couvert de sang. Ma fille me regardait avec horreur. Son jeune visage était blanc comme de la craie. Les voisins se taisaient, plaqués contre les murs, tels des fantômes. Et Valérie était assise par terre à l'entrée de la chambre dans sa belle robe, maintenant froissée et remontée jusqu'à la taille, et hurlait comme une louve blessée dont le petit est mort. J'ai regardé mes mains tachées du sang de son visage défiguré, et j'ai dit calmement, avec un râle effrayant dans la voix, « La fête est terminée. Mais pour vous deux, tout ne fait que commencer. » Le sang de Thierry refroidissait lentement sur mes mains et sur le papier peint clair du vestibule, se transformant en une croûte épaisse et poisseuse. Dans l'appartement régnait un silence si sépulcral qu'on entendait le ronronnement du compresseur du nouveau réfrigérateur. Cette fierté que j'avais achetée à crédit il y a seulement 3 mois. Valérie avait cessé de hurler. Ses gémissements s'étaient tus, et maintenant elle me regardait d'en bas, non pas avec repentir, ni avec une supplication de pardon, mais avec une peur animale et primale face au prédateur qu'elle avait elle-même libéré de sa cage. Elle voyait que dans mes yeux, il n'y avait ni chagrin, ni larmes, encore moins de regret, seulement un froid glacial et mort. J'ai lentement tourné la tête. La voisine, Madame Dupont, et son mari se tenaient plaqués contre le mur, pâles comme des linges. À côté d'eux, tremblants de terreur, se pressaient les amis blêmes de Julie. J'ai regardé mes phalanges écorchées, puis eux. Ma voix a résonné rauque et calme, et ce calme les a fait frissonner plus fort que si j'avais hurlé. La fête est finie. Tout le monde rentre chez soi. Personne n'a bougé. J'ai fait un pas dans leur direction, et ils se sont précipités vers la sortie, se bousculant les uns les autres comme un troupeau de moutons effrayés. Le voisin enfilait précipitamment ses chaussures sans parvenir à y glisser son pied. Les amis de ma fille se sont enfuis telles qu'elles étaient, sans même reprendre leur veste. La porte s'est refermée avec un claquement libérateur. Je suis resté avec ma fille, qui avait vu son père manquer de tuer un homme, et avec cette créature qui s'appelait encore ma femme. Julie se tenait au milieu de la pièce, et son petit corps était secoué de tremblements. Le nouveau smartphone, le cadeau coûteux de Thierry, gisait par terre à ses pieds, oublié et inutile. « Papa » a-t-elle murmuré. Sa voix était fine comme un fil. Je me suis approché d'elle. Elle a reculé. Ce geste m'a déchiré plus fort que n'importe quel couteau. Plus fort que n'importe quelle trahison. Mais je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je l'ai prise par les épaules fermement, mais en essayant de ne pas lui faire mal. « Julie, va dans ta chambre, ferme la porte, mets ton casque et allume la musique fort, très fort. Et ne sors pas, quoi que tu entendes. Tu m'as compris ?» Elle me regardait avec des yeux grands ouverts, emplis d'effroi. Elle a hoché la tête et, trébuchant, a couru dans sa chambre. Le verrou a claqué. Maintenant, nous étions seuls.
Valérie, toujours assise par terre dans une flaque de sang et de saleté, a commencé à se balancer en gémissant. « Christophe, mon Christophe, pardonne-moi, je ne sais pas comment. Le diable m'a tenté. Lui, il m'a forcé. » Je suis passé devant elle comme devant un espace vide, suis entré dans la salle de bain et ouvert l'eau froide et ai plongé mes mains sous le jet. L'eau, se mélangeant au sang de Thierry, s'est teintée de brun et s'écoulait dans l'évacuation, emportant avec elle la saleté. Je regardais mon reflet dans le miroir. Ce n'était ni un mari, ni un père qui me fixait. C'était celui qui avait dormi 15 ans et qui maintenant s'était réveillé. Celui qu'elle appelait son bœuf de labour était sorti de sa cage. J'ai essuyé mes mains sur une serviette propre, sa serviette, douce et rose, et je suis sorti. Elle n'avait pas bougé de place. Elle a levé vers moi un visage déformé par une grimace de peur et d'espoir. Elle pensait que je m'étais calmé. Elle pensait qu'il y aurait maintenant une discussion, une supplication de pardon. Je suis passé silencieusement à la cuisine. Sur la table se trouvait le plat intact de brochettes sur lequel j'avais peiné 2 heures, m'efforçant de le rendre parfait. À côté, les bols avec ses salades, salade russe, mimosa, quelque chose d'horrible avec des bâtonnets de crabe. J'ai pris le plat de viande. Il avait déjà refroidi. La graisse s'était figée en plaques blanches. Je me suis approché d'elle. Elle me regardait sans comprendre. J'ai renversé le plat sur sa tête. Des morceaux de viande, des oignons, des gouttes de graisse figées ont roulé sur sa coiffure coûteuse, sur son visage, se coinçant dans le décolleté de sa robe. Elle a poussé un cri perçant. J'ai pris la salade et l'ai déversée à la suite. « Tu voulais une fête ? Mange !» Elle a crié, tentant d'essuyer la mayonnaise et la viande. Son cri s'est transformé en hystérie. Elle a essayé de se lever. Je l'ai attrapée par les cheveux. Pas comme au cinéma, pas tendrement. J'ai vraiment enroulé ses boucles teintes autour de mon poing et j'ai tiré vers moi. Elle s'est étranglée dans son cri. Je l'ai traînée, glissant sur le parquet du vestibule jusqu'à la cuisine. Elle me griffait les bras, hurlait comme un cochon qu'on égorge. Je l'ai jetée sur le tabouret près de la table. Le tabouret a reculé et Valérie a heurté de son dos ce réfrigérateur dont j'étais si fier. Elle a glissé par terre, étalant sur son visage mascara, mayonnaise et larmes. Il m'a forcé, Christophe. Il m'a menacé. Il a dit qu'il me licencierait. Tu dois me croire. J'ai éclaté de rire. Un rire tranquille et sec s'est échappé de ma poitrine, dépourvu de toute joie. J'ai plongé ma main dans la poche de sa veste qui traînait sur une chaise. J'ai sorti son téléphone portable. Elle mettait toujours un mot de passe. La date de naissance de Julie, 17-09. Je l'ai déverrouillé. Son visage a blêmi, comme si elle avait vu un fantôme. Elle s'est jetée sur moi, tentant de m'arracher le téléphone. Je l'ai repoussée, elle est retombée. Et maintenant ma voix était basse, comme le sifflement d'un serpent. Nous allons voir qui a forcé qui. Et nous allons voir ce que nous enverrons exactement à ta mère et à ton père, le colonel à la retraite qui est si fier de sa fillonnette. C'était un coup bas. Elle craignait son père plus que moi. J'ai ouvert la galerie. J'ai fait défiler. Je les voyais dans ma voiture, dans ma Peugeot que j'avais achetée à crédit sur 3 ans. Ils s'embrassaient sur le parking de son centre d'affaires. Les voilà à Nice lors de ce fameux séminaire d'entreprise. Ils l'enlacent, nus dans une chambre d'hôtel, et en arrière-plan une bouteille de whisky de luxe. J'ai ouvert le Messenger. J'ai lu. Mon bœuf de labour est encore parti pour 2 jours. Je t'attends. Quand ton mari des cavernes va-t-il enfin comprendre que tu as besoin d'un vrai homme ? Thierry, chéri, il a encore refusé de payer les vacances. Vire-moi sur ma carte, je dirais que c'est une prime. Je lisais, je sentais la glace dans ma poitrine se transformer en métal brûlant, consumant mes entrailles. Elle ne couchait pas simplement avec lui, elle me méprisait, elle me volait, elle se moquait de moi avec lui. J'ai levé les yeux vers elle. Tu n'es pas seulement une garce, Valérie, tu es une voleuse. Elle s'est mise à gémir, couvrant son visage de ses mains. J'ai jeté son téléphone contre le mur. L'appareil a heurté le carrelage et s'est brisé en morceaux. « Je te déteste !» a-t-elle hurlé. « Je déteste ta puanteur, ton travail immonde, ta saleté éternelle sous les ongles. » Oui, je couchais avec lui depuis 15 ans et je continuerai. C'est un homme. Toi, tu n'es qu'une bête de somme. Je l'ai attrapé à la gorge, pas comme lui, plus doucement, mais avec la même force. Je l'ai soulevé du sol. Une bête ?
Et je sifflais. Cette bête a acheté cet appartement. Cette bête a payé ta voiture. Cette bête a payé ton salon pour que tu sois belle aujourd'hui pour lui. J'ai desserré mes doigts. Elle s'est effondrée en toussant. J'en avais fini avec elle pour le moment. Maintenant, lui. J'ai saisi les clés de la Peugeot sur la table et mon vieux blouson de cuir. Valérie a vu cela et s'est jetée à mes pieds, s'accrochant à mon jean. « Non, Christophe, ne le touche pas. Tu auras des problèmes, la police. Il portera plainte. Ils t'enfermeront. » Je l'ai regardé de haut. « La police ? Tu me menaces avec la police ? J'ai fait 2 zones de conflit pendant que tu remuais ton derrière dans ton bureau. Tu crois que j'ai peur des flics ? Je n'ai peur que d'une chose. Que cette ordure crève trop vite et que je n'ai pas le temps de savourer. » Je l'ai repoussé. « Où habite-t-il » Elle secouait la tête. Les larmes coulaient dans la mayonnaise. Je ne dirai rien. Je ne sais pas. J'ai ricané. J'ai sorti mon vieux téléphone à touche. J'ai composé un numéro. « Étienne, salut mon frère. J'ai besoin d'aide. Je dois localiser un rat par les fichiers de l'immatriculation. » « Oui, tout de suite. » Directeur commercial de la société Capital Progrès, Thierry Bézavine. J'ai regardé Valérie. Son nom de famille ? Elle a compris que ce n'était pas du bluff. Elle savait qui était Étienne. « Non, n'appelle pas, je t'en prie, » a-t-elle chuchoté. « Le nom » ai-je aboyé. « Martin, Thierry Martin. » J'ai dicté cela dans le combiné. « Oui, j'attends. Trouve-moi tout. Adresse de domicile réelle. Quelle voiture ? J'attends. » J'ai raccroché, regardé Valérie qui se recroquevillait par terre et la tache de sang dans le vestibule. « Maintenant, prends un seau et une serpillière. Et avant mon retour, que tout brille ici. Et si je trouve ne serait-ce qu'une goutte, tu nettoieras ça avec une brosse à dents. » Le téléphone a sonné. Un message est arrivé avec une adresse. J'ai souri. La fête ne faisait que commencer. Je me suis agrippé au volant de la Peugeot si fort que mes phalanges ont blanchi. L'habitacle puait. Ça ne sentait pas l'essence ni mon travail. À travers le désodorisant bon marché perçait l'odeur écœurante et douceâtre de son parfum et la note âcre et répugnante de son eau de Cologne. Cette odeur s'était incrustée dans la garniture en velours du siège sur lequel j'étais assis. Ce même siège où, comme je l'avais vu sur les photos de son téléphone, il l'embrassait pendant que je réparais le moteur d'un camion dans la zone industrielle pour payer l'assurance de cette même Peugeot. Je filais sur l'avenue nocturne, dépassant les immeubles endormis. La pluie a commencé à tambouriner sur le pare-brise, lavant la poussière urbaine. L'adresse qu'Étienne m'avait envoyée se trouvait à l'autre bout de la ville. Résidence haut de gamme, le phare du rivage, territoire clôturé, barrière, gardien endormi dans sa guérite. Je me suis garé à 100 mètres de là, à l'ombre d'un vieil immeuble de 5 étages. Je n'ai pas forcé l'entrée. Je me suis assis et j'ai attendu. Je savais qu'il avait appelé une ambulance ou un taxi. J'ai vu un taxi de classe affaires sortir de l'Arche. Mais ce n'était pas lui que j'attendais. J'attendais sa voiture. Étienne m'avait aussi envoyé ses données. Audi noir immatriculé avec 3-7. Choix typique d'un arriviste de bureau. Acheté à crédit pour paraître plus imposant. Je suis resté assis dans la voiture 20 minutes. La rage froide s'est transformée en calcul glacial. J'ai sorti une lampe torche de la boîte à gants et glissé dans la poche de mon blouson un lourd pied de biche qui traînait toujours sous mon siège. J'ai contourné la clôture. Dans le coin éloigné, où le chantier du nouveau bâtiment jouxtait l'ancienne enceinte, béait un trou recouvert d'une plaque de tôle ondulée rouillée. Je l'ai repoussé et me suis retrouvé sur le territoire. Le parking souterrain était humide, résonnant, sentant le béton et les gaz d'échappement. Son Audi était garé à la place 142, juste à côté de la sortie. Propre, brillante. J'ai souri. Il ne l'avait même pas rentré au fond, pressé de rejoindre ma femme. Je me suis approché. La lampe torche a fait surgir de l'obscurité l'autocollant d'une compagnie d'assurance sur le pare-brise. Je n'ai pas brisé les vitres, c'était trop bruyant. J'ai sorti le pied de biche. Le premier coup a atteint le capot juste au-dessus de la calandre. Le métal a cédé avec un gémissement sourd, comme un être vivant. Le deuxième sur le phare. Le plastique a volé en éclats. Le troisième. Le quatrième. Je travaillais méthodiquement, comme dans mon garage, démontant une pièce irréparable. Je frappais les courbes de la carrosserie, laissant des bosses profondes et hideuses. J'ai parcouru toutes les portières. Puis je me suis approché de la portière conducteur. La poignée résistait.
J'ai glissé le pied de biche sous le joint et j'ai arraché la serrure dans un craquement. L'alarme s'est mise à hurler. Son cri a ricoché dans le parking, se réfléchissant sur les murs de béton. Je m'en fichais. J'ai tiré la portière. L'habitacle sentait le cuir coûteux. Et encore lui, cette odeur de réussite qu'il distillait si soigneusement. J'ai ouvert la boîte à gants. Elle était verrouillée. Je l'ai forcée d'un seul mouvement. À l'intérieur ne se trouvait ni mouchoir ni assurance. Là, dans une pochette en cuir luxueuse, reposaient les papiers de la voiture et autre chose encore. Un paquet de préservatifs. C'était prévisible. Mais à côté, j'ai sorti quelque chose d'autre. Une petite photo dans un cadre argenté. Valérie et Julie. Elles se tenaient sur la promenade de Nice, plissant les yeux sous le soleil. Ma fille enlaçait ma femme, et elles souriaient toutes deux si heureusement que je ne les avais pas vues ainsi depuis longtemps. Et moi, je n'étais pas sur cette photo. Il transportait avec lui une photo de ma famille. À côté se trouvait un écrin de velours. Je l'ai ouvert. Des boucles d'oreilles en or avec de petits diamants et un reçu. D'une bijouterie du centre commercial Le Phare. Achat effectué hier. Ce n'était pas un cadeau pour Julie. C'était un cadeau pour Valérie. J'ai serré l'écrin dans ma main si fort qu'il s'est fissuré. L'alarme s'est tue, comme si elle prenait conscience de l'inutilité de ses efforts. J'ai sorti de ma poche le couteau que je portais toujours sur moi. Et je n'ai pas crevé les pneus. C'était trop simple. J'ai lacéré les sièges en cuir d'un bout à l'autre. Je déchiquetais la garniture coûteuse, imaginant que c'était son visage suffisante et lisse. Je taillais et taillais, jusqu'à ce que des sièges, il ne reste que des lambeaux. Puis j'ai pris le pied de biche et j'ai réduit en miettes le système multimédia et le tableau de bord. Je suis sorti de la voiture. Elle était morte. Je suis monté par l'ascenseur à son étage, le 12e, porte coûteuse capitonnée d'un matériau imitant le cuir. Numéro d'appartement brillant, 142, comme la place de parking. J'ai appuyé sur la sonnette. Personne n'a ouvert pendant longtemps. J'ai appuyé encore et n'ai pas lâché jusqu'à ce que j'entende des pas. La serrure a cliqué. La porte s'est entr'ouverte. Sur le seuil se tenait une femme. Pas Valérie, une autre. Environ 40 ans, dans un simple peignoir d'intérieur, avec un visage fatigué et ordinaire et des yeux effrayés. Sa femme. Elle m'a regardé, a vu le sang de Thierry coaguler sur mon blouson, et son visage a pâli. « Vous cherchez quelqu'un » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai écarté de mon chemin et je suis entré dans l'appartement. « Thierry !» ai-je aboyé. L'appartement était plus grand que le mien, avec une rénovation coûteuse, un parquet clair, une énorme télévision au mur. Dans le couloir, pressant une serviette contre son nez cassé, il est apparu en titubant. Il portait juste un peignoir. En me voyant, il a crié et a reculé. Ses yeux étaient emplis non pas simplement de peur, mais de terreur animale. Il ne s'attendait pas à cela. Il pensait que je l'avais battu et que j'étais satisfait. Il ne me connaissait pas. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Pars, je vais appeler la police », a-t-il grincé en reculant vers le salon. Sa femme s'est agrippée à ma manche. « Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ? Patrick ? Qui est-ce » J'ai secoué sa main. « Patrick », j'ai ricané. « Alors tu es Patrick, mais à ma femme tu t'es présenté comme Thierry. Quelle vie intéressante tu mènes, Patrick Thierry. » Il s'est adossé au mur, il tremblait. « Je vais tout expliquer. Non, je t'en supplie. » Je me suis lentement approché de lui, les pris à la gorge, là où un bleu commençait déjà à se former de ma précédente étreinte. « Tu vas expliquer ?» et je sifflai. J'ai cogné sa tête contre le mur. Pas fort, juste assez pour qu'il sente. « Tu vas expliquer comment tu as couché avec ma femme dans mon appartement, comment tu lui offrais des bijoux avec mon argent, comment tu transportais la photo de ma fille dans ta boîte à gants. » La femme derrière lui a haleté et s'est couvert la bouche de sa main. « Patrick, qu'est-ce qu'il dit ?» Thierry Patrick a gémi, tentant de se libérer. Je le tenais fermement. Je me demandais quoi faire de toi, ordure, et je dis doucement, pour que sa femme entende aussi. J'ai pensé te jeter du balcon. 12e étage, spectaculaire, mais trop rapide. J'ai sorti de ma poche mon téléphone, ouvert les photos que j'avais réussi à prendre du téléphone de Valérie avant de le détruire. Celle de Nice, où ils étaient nus. J'ai fourré le téléphone sous le nez de sa femme. Elle a regardé,
et son visage s'est pétrifié. Elle a lentement tourné son regard vers son mari. Je l'ai relâché. Il a glissé le long du mur. Et maintenant, et je dis en rangeant mon téléphone, tu vas t'asseoir devant ton ordinateur portable. Je sais que tu as tout ton argent là-dedans. Et tu vas me transférer tout jusqu'au dernier centime, pour préjudice moral, pour la réparation de ma voiture où vous puyez tous les deux, pour la vie brisée de ma fille. Et si tu ne le fais pas, je ne te frapperai pas. Je laisserai simplement ces photos à ta femme, à tes supérieurs et à tes parents. À toi de choisir. La femme de Thierry Patrick ne me regardait pas. Elle fixait l'écran de mon téléphone. La photo où son mari, nu et en sueur, enlaçait ma femme dans un hôtel de Nice. Son visage ne s'est pas tordu dans un cri. Elle n'a pas sangloté. Il est simplement devenu gris, comme un bloc de béton humide dans la zone industrielle. Elle a lentement levé les yeux vers son mari qui se recroquevillait contre le mur, pressant une serviette ensanglantée contre son nez cassé. « Patrick » a-t-elle murmuré. Et dans ce murmure, il y avait tant de mépris glacial qu'il a tressailli. « C'est avec l'argent de nos crédits que tu l'emmenais » Il n'a pas répondu, seulement gémi, rentrant la tête dans les épaules. J'ai rangé mon téléphone. Je n'avais rien besoin d'ajouter. J'avais déjà cassé son nez. J'avais détruit sa voiture. Maintenant, j'avais brisé sa famille. Il restait à prendre ce pourquoi j'étais venu. L'ordinateur, ici, vite. Ma voix a tranché le silence. Thierry Patrick, trébuchant, s'est précipité vers le MacBook coûteux posé sur la table de verre. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à appuyer sur le bouton d'allumage. Sa femme Catherine restait figée. Elle regardait son mari ouvrir la banque en ligne. Je me suis approché et me suis tenu derrière lui, regardant par-dessus son épaule. L'odeur de sa peur, acide et désagréable, se mêlait à l'odeur du sang. Sur ses comptes, il avait une belle somme, près de 120 000 €. Prime, pot de vin et cet argent volé que Valérie lui transférait. J'ai jeté mes coordonnées sur la table, la carte de visite de mon entreprise. Tu transfères tout jusqu'au dernier centime. Dans l'intitulé du paiement, tu écris « Remboursement de dette selon contrat de prêt ». Compris ? Il a hoché la tête précipitamment, tapant sur les touches. Je regardais les chiffres disparaître de son compte. Il a appuyé sur « Confirmer ». Mon vieux téléphone à touche dans ma poche a vibré, recevant les notifications de virement. 4 transferts selon les limites. Tout est arrivé. J'ai tout fait, a-t-il balbutié en se tournant vers moi. Ses yeux couraient cherchant le salut. J'ai silencieusement pris sur la table l'écrin de velours avec les boucles d'oreilles que j'avais sorties de sa voiture. Je l'ai ouvert, le lui ai jeté sur les genoux. Ça, rends-le à ta femme, excuse-toi. Puis j'ai pris sur la table les clés de l'Audi et les documents du véhicule que j'avais également pris dans la boîte à gants. Il ne comprenait pas. Mais pourquoi la voiture ? J'ai ricané. La voiture, c'est maintenant de la ferraille. Je l'ai un peu arrangée. C'était une compensation pour ma Peugeot dans laquelle vous couchiez. Et les papiers ? J'ai agité les documents dans l'air. Demain, tu la radis toi-même et tu transfères à mon nom ce qu'il en reste. Pour la ferraille, je récupérerai au moins quelque chose. Il semblait sur le point de s'évanouir. Il avait perdu sa femme, son argent et sa voiture en 10 minutes. « J'ai tout donné, pars, je t'en prie », a-t-il gémi. Je me suis penché vers son visage. « Tu as donné l'argent, maintenant tu vas payer pour le temps. » J'ai sorti mon téléphone, trouvé le numéro de Valérie. « Appel, haut-parleur. » Il me fixait bêtement. « Quoi ? Qu'est-ce que je lui dis ? » Tu diras la vérité, que tu t'appelles Patrick, que tu as une femme, que tu t'es servi d'elle, que tout est fini. Allez !» Il a composé le numéro de ses mains tremblantes. Les sonneries ont retenti. Je voyais sa femme Catherine dans le coin se crisper, écoutant. Valérie a décroché instantanément. « Thierry, Thierry, où es-tu ? Il est parti. Ce fou est parti. Tu es vivant ? Tout va bien ?» Sa voix était pleine de panique et pour une raison quelconque, d'espoir. Thierry Patrick m'a regardé. J'ai hoché la tête. « Valérie, a-t-il croassé, écoute-moi. Je ne m'appelle pas Thierry, je m'appelle Patrick. Je suis chez moi avec ma femme. » Au bout du fil, le silence s'est installé. « Quoi, Thierry ? Qu'est-ce que tu racontes ? Quel Patrick ? Quelle femme ? Tu es ivre ? » C'est la vérité, Valérie. J'ai une femme, Catherine. Je t'ai menti. Tout ça, c'était une erreur.
Je ne t'aime pas. Je ne quitte pas ma famille. Pardon. Ne m'appelle plus. » Au bout du fil a retenti d'abord un sanglot étouffé, puis un hurlement sauvage et animal. Ce n'était pas cette peur qu'elle avait eue chez moi. C'était le cri d'une créature à qui on avait tout arraché. Elle hurlait, jurait, le maudissait, me maudissait. J'ai raccroché. « Bien, » et je dis. « Et maintenant, une lettre de démission volontaire, datée d'aujourd'hui, et tu l'envoies tout de suite aux ressources humaines et à ton supérieur. » Il a ouvert sa messagerie, écrit, envoyé. J'ai regardé sa femme. Elle s'est lentement approchée de la table, a pris l'écrin avec les boucles d'oreilles que j'avais jetées et l'a lancé de toutes ses forces au visage de son mari. L'écrin a heurté son nez cassé. Il a hurlé de douleur. « Sors de mon appartement », lui a-t-elle dit. Doucement, mais d'une façon qui m'a glacé le sang. « Cet appartement appartient à ma mère. Tu n'es rien ici. Sors. » Je l'ai regardé avec un respect passager. « Il ne partira pas, » et je dis. « Il restera ici et implorera ton pardon. Parce que s'il part, j'enverrai ces photos non seulement à ses supérieurs, mais aussi à ta mère et à sa mère, et je les afficherai dans tout votre immeuble. Il va rester ici, Patrick Thierry, et il fera tout ce que tu lui diras. Et toi ?» J'ai regardé vers lui. « Tu me paieras pour mon silence. Chaque mois, la moitié de ce que tu gagneras. Maintenant, vivez. Vous vous méritez l'un l'autre. » Je me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie. Je les ai laissés dans leur appartement détruit, avec leur vie détruite, liés par la peur et mon chantage. Je descendais dans l'ascenseur. Mes mains ne tremblaient plus. Dans ma tête régnait un ordre absolu, froid et calculateur. Il était brisé financièrement, moralement, physiquement. Il n'était plus dangereux, il était une ombre. Maintenant, elle. Je suis sorti de l'immeuble et me suis assis dans ma Peugeot. L'odeur dans l'habitacle ne provoquait plus de rage, seulement du dégoût. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant entrer l'air froid de la nuit qui devait chasser cette immondice. Je rentrais chez moi, dans mon appartement qu'il fallait maintenant purifier au fer rouge pour le nettoyer de cette souillure. Je savais déjà ce que j'allais faire. Je n'allais pas simplement la chasser. J'allais faire en sorte qu'elle ne puisse plus relever la tête dans cette ville, qu'elle se souvienne de ce jour pour toujours. Je suis entré dans l'immeuble. Dans la cage d'escalier flottait une odeur d'eau de javel, forte. Elle s'était appliquée. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Le vestibule brillait de propreté, comme après un nettoyage minutieux. La tache de sang sur le papier peint avait été frottée, mais à sa place restait un anneau pâle et flou, rappel de ce qui s'était passé. Valérie se tenait au milieu du couloir. Elle avait enfilé un vieux peignoir d'intérieur. Ses cheveux étaient mouillés, son visage gonflé par les larmes et les restes de mayonnaise qu'elle avait lavés. En me voyant, elle a tressailli. « Christophe » a-t-elle murmuré. Il a appelé. Il a dit « Il m'a trompé ». Elle a commencé à balbutier, tentant de susciter la pitié. Elle pensait que maintenant nous étions tous deux victimes d'un même trompeur, que nous serions à nouveau ensemble. Je suis passé devant elle en silence. J'ai ouvert l'armoire, en est sorti un vieux mais solide sac de sport avec lequel je partais en déplacement. J'ai jeté ce sac à ses pieds. 15 minutes, rassemble tes affaires, seulement l'essentiel. Brosse à dents, sous-vêtements, chaussettes, et dehors. Elle fixait le sac de sport jeté à ses pieds, et son visage, qui l'instant d'avant était un masque de terreur, s'est déformé, non pas de repentir, mais de haine. Elle a bondi, son visage gonflé par les larmes s'est couvert de taches rouges, et ses cheveux mouillés collaient à ses joues. « Tu ne peux pas, je n'irai nulle part. C'est aussi mon appartement, » a-t-elle hurlé. « Tu n'as pas le droit, Julie, Julie, papa est devenu fou, il nous met dehors. » Elle s'est précipitée vers la porte de la chambre de sa fille et a tambouriné dessus à coups de poing. Le verrou a cliqué, la porte s'est ouverte. Julie se tenait sur le seuil, pâle, avec des cernes rouges autour des yeux. Elle voyait sa mère dans son vieux peignoir, voyait le sac à ses pieds, me voyait. « Maman, papa, qu'est-ce que tu fais ?» Valérie l'a immédiatement attrapée comme un bouclier, la serrant contre elle. « Ma petite Julie, il nous met à la rue en hiver, aide-moi, dis-lui. » Je regardais cette scène, et il n'y avait en moi rien d'autre qu'un dégoût glacial. Elle utilisait ma fille jusqu'au bout. « Julie », ma voix était ferme comme l'acier,
Éloigne-toi d'elle, ce n'est pas ton affaire. Comment ça, pas mon affaire? C'est ma mère, où ira-t-elle? Papa, s'il te plaît, non. Julie pleurait, s'accrochant au peignoir de Valérie. J'ai fait un pas vers elle. Valérie a reculé, tirant sa fille avec elle. « Tu ne la toucheras pas !» a-t-elle crié. J'ai dit 15 minutes et je l'ai ignorée. Je suis entré dans notre chambre, dans la pièce où quelques heures plus tôt elle gémissait sous lui. L'odeur des salades et des brochettes s'était dissipée. Mais dans l'air flottait une lourde atmosphère d'eau de javel et de trahison. J'ai ouvert son armoire. Robe coûteuse, tailleur que j'avais achetée. J'ai tout arraché des cintres et jeté par terre. J'ai ouvert sa commode, lingerie qu'elle n'achetait pas pour moi, pareil. Puis j'ai vu sur sa coiffeuse son coffret à bijoux, sculpté en bois. Je l'ai ouvert, de l'or, des chaînes, des bagues, ces boucles d'oreilles que je lui avais offertes pour notre dernier anniversaire. Valérie est entrée en trombe dans la pièce, laissant Julie dans le couloir. « Ne touche pas, c'est à moi !» Elle s'est jetée sur moi, tentant de m'arracher le coffret. Je ne l'ai pas frappée, j'ai simplement serré son poignet. Elle a crié, et ses doigts se sont ouverts. Je tenais son bras et la regardais dans les yeux. « À toi? Il n'y a rien à toi ici. Tout ce que tu portes a été acheté avec mon argent, avec l'argent du bœuf de Labour, comme tu m'appelais. » Son visage a blêmi. Elle a compris que j'avais tout lu. « Christophe, je ne voulais pas dire ça. C'était juste de la colère. » J'ai vidé le contenu du coffret sur le lit. « Ça, c'est moi qui l'ai offert. Ça aussi. » J'ai sorti ces fameuses boucles d'oreilles avec diamants que j'avais trouvées dans la voiture de Thierry Patrick. Le reçu était resté là, dans l'écrin que j'avais emporté. Et ça, c'est ton Patrick qui te l'a acheté avec l'argent qu'il a volé à sa femme. Alors prends ça. Je lui ai jeté l'écrin au visage. Il l'a heurté à la joue et est tombé par terre. J'ai ramassé tout mon or, ce que j'avais acheté, et l'ai fourré dans ma poche. Maintenant, dehors. Je l'ai attrapé par le coude et l'ai traîné hors de la chambre. Julie, dans le couloir, a crié « Papa, non !» J'ai poussé Valérie dans le vestibule. Elle résistait, tentant de s'opposer. « J'appelle la police, tu n'as pas le droit, c'est un bien commun. » J'ai éclaté d'un rire sec et rauque. « La police? Toi? Toi qui m'as volé pendant 15 ans? Toi qui as couché avec un homme marié le jour de l'anniversaire de ta propre fille? Tu sais au moins que cet appartement a été acheté par moi avant le mariage, que ta Peugeot est enregistrée au nom de mon entreprise, que tu n'as rien, sauf une dette de carte de crédit que tu me cachais. Tu n'as rien, Valérie. Tu es zéro, du vide. » J'ai ouvert la porte d'entrée, saisi le sac de sport qu'elle n'avait même pas commencé à remplir et l'ai jeté sur le palier. Puis j'ai attrapé Valérie par le col de son peignoir et l'ai jetée dehors. Elle n'a pas pu tenir sur ses jambes et est tombée sur le carrelage sale du palier. Elle gisait là, dans son vieux peignoir, pieds nus, et me regardait d'en bas. Toute sa morgue, toute sa ruse s'était envolée. Il ne restait qu'une peur animale et le désespoir. « Julie !» a-t-elle hurlé. « Julie, aide-moi !» J'ai regardé ma fille qui se tenait là, le visage entre les mains. « Choisis, Julie. Tu es avec elle ou avec moi ?» Ma fille ne pouvait pas bouger. Elle sanglotait simplement, bouleversée jusqu'au plus profond de son être. J'ai claqué la lourde porte métallique devant le visage de Valérie. J'ai fermé la serrure du haut, celle du bas. Elle a tambouriné à la porte, a crié. Sa voix s'est transformée en hurlement rauque, empli de haine et de malédiction. « Christophe, ouvre, je te déteste, sois maudit. » J'ai appuyé mon front contre le métal froid de la porte. J'écoutais son hurlement qui s'éteignait progressivement, se transformant en gémissement impuissant. Julie a glissé le long du mur dans le couloir, le visage enflui dans ses genoux. Je me suis tourné vers elle. Elle avait fait son choix depuis longtemps. Le silence dans l'appartement est devenu assourdissant, interrompu seulement par les sanglots de Julie et les coups sourds à la porte. Je me tenais adossé au mur, sentant l'adrénaline refluer, ne laissant derrière elle rien d'autre que le vide. Et dans ce silence, mon téléphone a sonné. Pas le vieux Nokia à touche, mais ce Samsung que je gardais pour les contacts importants, acheté, soit dit en passant, par Valérie elle-même pour que j'aie l'air respectable. Sur l'écran s'affichait Éric, beau-père, colonel d'une unité des forces spéciales à la retraite, homme au visage de pierre et aux relations dans toute la ville, qui m'avait toujours considéré comme un bœuf de Labour indigne de sa fille brillante, mais me tolérait pour sa petite fille.
Valérie avait donc réussi à l'appeler. J'ai passé ma main sur mon visage. Ce serait pire que Patrick Thierry. J'ai décroché. Christophe? La voix de mon beau-père dans le combiné était comme un coup de marteau sur une enclume. Pas de bonjour. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Valérie a appelé, en larmes. Tu l'as frappée? Tu l'as mise dehors? J'ai regardé Julie qui était toujours assise contre le mur. Éric, bonjour. Elle ne vous a pas tout raconté? Tes excuses ne m'intéressent pas, a-t-il aboyé. Je viens de parler il y a 15 minutes avec le commissaire de votre arrondissement. On te recherche déjà pour coups et blessures graves. Un certain Patrick est en réanimation. Tu as complètement perdu la tête, parachutiste? J'ai souri amèrement et méchamment. En réanimation, donc. J'y suis allé trop fort. Ou cette ordure simule. Éric, je n'ai pas frappé votre fille. Je l'ai mise dehors pour... Dans le combiné, le silence s'est installé. Pourquoi? A-t-il dit. Qu'as-tu dit? Il a chuchoté, et dans sa voix a résonné quelque chose de nouveau, une froide incrédulité. J'ai dit que je l'ai surprise aujourd'hui avec ce Patrick dans mon appartement le jour de l'anniversaire de votre petite fille. 15 ans, Éric. 15 ans qu'elle nous a trompés, vous et moi. Il est resté silencieux. J'arrive, a-t-il finalement dit. Non, ai-je tranché. C'est moi qui viens, et j'amène Julie, et j'apporte les preuves. Vous vouliez savoir à qui vous aviez donné votre fille? Vous allez le découvrir aujourd'hui. J'ai raccroché, regardé Julie. Lève-toi, lave-toi, on va chez grand-père. Elle a levé vers moi des yeux emplis de larmes. Papa, non. Grand-père, il a le cœur fragile. Il faut, Julie, il faut. Cette saleté doit être brûlée jusqu'à la cendre. Je suis arrivé à son vieux mais majestueux immeuble historique dans le centre de Lyon en 40 minutes. Je filais à travers la vie nocturne déserte. La Peugeot rugissait, puait son parfum et son eau de Cologne. J'ai ouvert toutes les fenêtres et le vent glacial de novembre s'est engouffré dans l'habitacle. Mais même lui ne pouvait pas couvrir cette puanteur de trahison. Nous sommes montés à l'étage. Il a ouvert la porte lui-même, dans sa vieille vareuse d'intérieur parfaitement repassée, sans un signe, austère, cheveux blancs, comme un roc. Au fond de l'appartement s'agitait ma belle-mère Chantal. Valérie était assise dans un fauteuil, enveloppée dans une couverture, et sanglotait. En me voyant, elle s'est accrochée au bras de son père. « Papa, il est là. Il va nous tuer. Regarde Julie. Il l'a terrorisée. » J'ai regardé le colonel Éric droit dans les yeux. Je ne me suis pas justifié. J'ai sorti mon Samsung, ouvert la galerie et le lui ai tendu. « Éric, vous m'avez demandé de prendre soin de votre fille. Je l'ai fait. Et maintenant, regardez ce dont j'ai pris soin pendant 15 ans. » Le colonel regardait l'écran de mon téléphone. Ses sourcils gris se sont froncés sur l'arête de son nez et les phalanges qui tenaient le téléphone ont blanchi. Il n'a pas dit un mot. Simplement sa main, vieille mais forte main de combattant, s'est serrée. Et j'ai entendu le boîtier et l'écran du téléphone se fissurer. Il ne m'a pas regardé. Il a lentement levé les yeux vers sa fille qui se recroquevillait dans le fauteuil, couvrant son visage et tentant de pousser un sanglot. Son regard était plus terrible que le mien. Il était mort, vide, empli de déception. Ma belle-mère Chantal s'est agitée dans le couloir. « Éric, qu'y a-t-il? Mon Dieu, que s'est-il passé? Julie, chérie, viens avec moi. » Le colonel a levé la main sans la regarder et elle s'est tue. Il s'est lentement avancé vers Valérie. Elle a cessé de pleurer et le fixait comme une souris face à un serpent. La peur dans ses yeux s'est transformée en terreur animale. « Papa, papa, ce n'est pas ça. Il m'a trompé, comme Christophe. C'est lui. » Elle n'a pas eu le temps de finir. Il ne lui a pas parlé. Il a levé le bras et l'a frappé. Pas avec la paume, mais avec le dos de la main, en homme, comme on frappe un ennemi pour faire mal. C'était un coup sec et terrible. Valérie a été projetée du fauteuil comme une poupée de chiffon et s'est effondrée sur le parquet, heurtant sa tête contre le pied de la table basse. Julie a crié et s'est agrippée à moi. Ma belle-mère a haleté. Je suis resté immobile. Je regardais Valérie allongée par terre, tenant sa lèvre fendue d'où coulait le sang, se mêlant aux larmes. « Debout !» a ordonné le colonel. Sa voix était basse, mais en elle vibrait du métal, de l'acier glacé. Valérie, sanglotant, a tenté de se relever à quatre pattes. « J'ai dit debout !» a-t-il aboyé. Elle s'est levée en titubant. « Toi !»
a-t-il sifflé. Tu as déshonoré ma maison. Tu as déshonoré mon nom. Tu as fait ça sous les yeux de ma petite fille. Elle ne pouvait pas lier deux mots. Sa langue refusait d'obéir. J'ai fait un pas en avant. Éric, elle vous ment encore. Ce Thierry n'est pas Thierry. Il s'appelle Patrick Dubois. Je suis allé chez lui. Il a une femme et 2 enfants. Il lui mentait comme elle me mentait. Je lui ai pris tout l'argent qu'elle lui transférait de mes comptes. J'ai détruit sa voiture. Il a démissionné de son travail. C'est un homme fini. Ils sont tous les deux finis. L'information que son Thierry était aussi un menteur, qu'il avait une autre famille, l'a brisé définitivement. Elle a glissé le long du mur. Son hurlement s'est transformé en gémissement bas et insensé. Elle avait perdu mari et amant en une seule soirée, en un seul instant. Donc tu es allé là-bas aussi. Le colonel s'est tourné vers moi. Son visage était gris, comme taillé dans la pierre. Tu as bien fait, Christophe, mais tu es un idiot. Tu as failli le tuer. J'ai haussé les épaules. Il le méritait. La loi, parachutiste. Tu as oublié la loi. Le commissaire de ton arrondissement. Il est mon ancien camarade. Il m'a appelé il y a 1 heure avant que tu arrives. Il a dit « Ce Patrick est à l'hôpital en réanimation. Crâne fracturé. Commotion grave. La plainte de sa femme est déjà au commissariat. On te recherche dans toute la ville pour coups et blessures graves. Ils vont t'arrêter ici même. » Valérie, entendant cela, a levé la tête. Dans ses yeux emplis de larmes et de sang a brillé l'espoir. Si on m'arrêtait, elle était la victime. Elle pourrait réclamer l'appartement, la fille. « Papa, tu entends? C'est un criminel. Il a failli tuer quelqu'un. Il est dangereux. Appelle la police. Arrêtez-le » a-t-elle crié en se levant. Et à ce moment, on a sonné à la porte, fort, insistant, comme sonnent non pas des invités, mais ceux qui viennent pour affaires. Ma belle-mère s'est signée. Julie s'est accrochée à mon blouson d'une poigne mortelle. « La police !» a murmuré Valérie avec triomphe, comme si c'était son dernier atout. Le colonel l'a regardée avec un tel dégoût qu'elle a reculé. Il m'a regardé. « Reste derrière moi. » Julie, silence. Chantal, dans la pièce. Il s'est dirigé vers la porte. Je me suis tenu derrière lui, prêt à tout ce qui pourrait arriver. Il a ouvert. Sur le seuil se tenaient 2 hommes, un capitaine et un sergent en uniforme. Mains sur les ceinturons, visage sérieux. « Éric, bonsoir. Désolé. Nous avons l'information que se trouve chez vous le citoyen Martin Christophe. Il est soupçonné d'avoir commis. » Le colonel est sorti sur le palier et a refermé la porte derrière lui, mais a laissé un entrebâillement. « Capitaine, je me souviens de toi quand tu étais encore morveux. Tu as désappris à vérifier les adresses? Qu'est-ce que vous avez ?» J'ai entendu la voix assourdie du capitaine. « Éric, ordre du commissaire. Dubois est dans un état grave, traumatisme crânien. L'affaire est sous contrôle. Il faut embarquer Martin. » Le colonel est resté silencieux 1 seconde. « Écoute-moi bien, capitaine. Ce Dubois, cette ordure qui couchait avec ma fille et déshonore ma petite fille. Martin, c'est mon gendre. Il a agi en homme. Il a peut-être exagéré, ça arrive. Cette plainte, Dubois la retirera. Je m'en charge personnellement. Et toi maintenant? Tu fais demi-tour, tu retournes au commissariat et tu rapportes au chef que le signalement n'est pas confirmé, que tu n'as pas trouvé Martin. Je vais appeler le commissaire moi-même maintenant, tu m'as compris? » Pause. « Bien reçu, Éric, compris, désolé, erreur d'adresse, bonne nuit. » J'ai entendu leurs pas descendre l'escalier. Le colonel est revenu dans l'appartement. Son visage ressemblait à du granit, impénétrable et austère. Valérie le regardait sans rien comprendre. Son dernier espoir que je sois arrêté venait de s'effondrer dans l'abîme. Mon beau-père est passé devant elle vers le vieux téléphone à cadran qui se trouvait chez lui, relique du passé. Il a composé un numéro. « Commissaire, Éric à l'appareil. »« Oui, il est chez moi. Écoutez, voilà l'affaire. L'honneur de la famille. On ne peut pas laisser ça sortir. Faisons comme ça. Je vais moi-même à l'hôpital maintenant. Directement voir ce Dubois. Il comprendra tout. Il signera tout. Il retirera la plainte. Oui, je sais. Merci, commissaire. Je te revaudrai ça. » Il a raccroché. Il s'est tourné vers ma belle-mère. « Chantal, prépare ses affaires.
Non, pas la peine. Il s'est approché de Valérie qui s'était à nouveau recroquevillée contre le mur. Il l'a attrapée par le coude, l'a relevée d'un coup. Dehors. Il a ouvert la porte d'entrée et l'a poussée sur le palier dans le même peignoir qu'elle portait. Il a jeté ses pantoufles d'intérieur après elle. Sors de ma maison. Je n'ai plus de fille. Valérie, comprenant que c'était la fin, s'est accrochée au chambranle. Papa, non, je t'en prie. Où vais-je aller? C'est l'hiver. J'ai tout compris. À la gare, rejoindre ton Patrick. Je m'en fiche. Il a arraché ses doigts du chambranle et a claqué la porte, tournant la clé. Nous avons entendu son hurlement et ses coups à la porte, le maudissant, me maudissant, maudissant son destin. Puis le hurlement s'est tu. Il s'est tourné vers moi. Son regard était lourd, pénétrant. Je l'ai mise dehors. J'ai protégé ton cul de la prison. Mais tout a un prix, parachutiste. Dubois est en réanimation. Il ne retirera pas sa plainte comme ça. Je vais l'y forcer. Mais tu l'as estropié. J'ai hoché la tête. Je sais ce que vous voulez. Tu lui as pris 120 000 €. J'ai raison? J'ai de nouveau hoché la tête. Ces 120 000, tu vas les rendre. Pas à lui, à sa femme Catherine pour les soins de cette ordure. C'est le prix de ta liberté et de ta vengeance. Tu enverras l'argent à sa femme dès demain. Tout, jusqu'au dernier centime. Sinon, il ira jusqu'au bout et le commissaire ne m'aidera pas. Choisis. 120 000 €. C'était le prix que mon beau-père fixait pour ma liberté. Je regardais comment il rangeait son téléphone avec lequel il venait de me protéger de la prison, et je comprenais. J'étais piégé. Rendre l'argent que j'avais arraché à ce rat revenait à signer ma propre impuissance. Mais j'ai regardé Julie qui fixait son grand-père avec espoir, et ce vieux loup qui venait de mettre en jeu sa réputation. J'ai hoché la tête. Je paierai. Mais je ne paierai pas comme il le pense. Je paierai de telle façon qu'ils se souviendront tous les deux de ce jour jusqu'à la fin de leur vie misérable. J'ai laissé Julie chez eux. Ma belle-mère, en larmes, l'a emmenée boire un thé avec de la valériane. Prends soin d'elle, Éric, et je dis. Elle a fait son devoir. Maintenant, toi, Christophe, ne me déçois pas. Va à l'hôpital, directement voir sa femme, et règle la question. Je suis sorti. La nuit s'est déplace à un matin gris et sale, présage d'un jour nouveau et encore plus sombre. Je me suis installé dans ma Peugeot qui puait encore leur luxure et me suis rendu à l'hôpital. Je l'ai trouvée, Catherine, dans le couloir près du bureau des internes. Elle était assise sur une banquette délabrée, serrant dans ses mains un gobelet en plastique de café à moitié bu. Grise, fatiguée, écrasée par le chagrin et la trahison. En me voyant, elle a tressailli et s'est plaquée contre le mur, comme si elle attendait un nouveau coup. J'ai tout signé. La plainte. Je vous en supplie, non. Elle pensait que j'étais venu l'achever, me venger sur elle à cause de son mari. J'ai sorti mon téléphone en silence, ouvert l'application bancaire. Le numéro de ta carte, et j'exigeais. Elle a dicté en hésitant son numéro. J'ai appuyé sur transférer. 120 000 €. Tout jusqu'au dernier centime. Son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et son visage s'est déformé d'incompréhension. C'est pourquoi, pour les soins de ton salaud et pour les enfants qu'il a abandonnés, c'est le prix de ma liberté. Ton mari signera un retrait de plainte, mon beau-père s'en occupe. Et maintenant, j'ai fait un pas vers elle. J'ai besoin de le voir 5 minutes. Impossible, il est en réanimation. On ne laisse personne entrer, a-t-elle murmuré, tentant de me barrer le chemin. Je l'ai regardée de telle façon qu'elle s'est tue à mi-phrase. Je ne l'ai pas écoutée. J'ai parcouru le couloir, trouvé la porte avec la plaque « Unité de soins intensifs », appuyé sur le bouton. Une infirmière ensommeillée a ouvert. « Où allez-vous ? C'est interdit. » Je l'ai écarté comme une mouche gênante et suis entré dans la chambre. Il était allongé là, Patrick Thierry, tête emmaillotée de bandages imbibés de sang et d'iode, visage tout en ecchymose, enflure jaunâtre, masque hideux. Il était conscient. En me voyant, il a râlé, et ses yeux ont jailli de leurs orbites, emplis d'une nouvelle terreur. Il a tenté d'appuyer sur un bouton, mais j'ai intercepté sa main. J'ai refermé la porte. Silence, ordure, et je sifflai. Si tu cries, je débranche l'appareil et personne ne remarquera. Il s'est figé, râlant seulement. De sa bouche émanait une odeur de médicaments et de pourriture. Tu
Tu as l'argent. L'argent avec ta femme. Mon beau-père va te sortir de prison pour avoir séduit sa fille. Tu vas signer un retrait de plainte, mais tu me dois quelque chose. » J'ai sorti de ma poche, non pas un couteau, mais un formulaire préparé à l'avance. Reconnaissance de dette. 300 000 € pour service de conseil à mon entreprise. Date, il y a 6 mois. J'ai posé le formulaire sur sa poitrine. Il me fixait stupidement. Je n'ai pas... Tu n'as pas compris, Patrick. Je me suis penché vers son visage pour qu'il sente mon souffle. Je viens de payer 120 000 pour ne pas aller en prison à cause de toi. J'ai acheté ta vie. Maintenant, tu vas tout me rendre avec intérêt. Sinon, j'ai sorti une clé USB, celle avec les photos de Nice. Sinon, cette clé n'ira pas seulement à ta femme. Elle ira à tes parents, à tes supérieurs. On l'affichera dans tout ton immeuble de luxe. Tu ne perdras pas seulement ton travail, que tu as déjà perdu. Tu perdras ton nom. Tes enfants cracheront sur ta tombe. Signe. J'ai glissé un stylo dans sa main tremblante et brisée. Il me regardait avec une terreur animale. Il a compris que je ne bluffais pas. Il a compris que sa femme, ayant reçu 120 000 €, choisirait l'argent plutôt que lui. Il a compris que je ne le lâcherais pas. Il a signé. Maladroitement, les lettres dansaient. Sur le papier est restée l'empreinte sanglante de son doigt. J'ai pris la reconnaissance de dette. Vis, Patrick. J'ai besoin de toi vivant et au travail. Tu vas maintenant travailler pour moi gratuitement jusqu'à la fin de tes jours. Je suis sorti de la chambre, le laissant râler et s'étouffer de sa propre terreur. Je roulais dans la ville. Il était à moi. Il était au bout d'un hameçon long et rouillé sur lequel j'enroulerais toute sa vie. Maintenant, elle. Je savais où elle était allée, chassée par son père sans argent, sans téléphone, vers le seul endroit où elle avait encore un certain statut. Son travail à Capital Progrès. Je me suis approché de l'immeuble de verre du centre d'affaires et je l'ai vue. Elle était assise sur un banc de granit glacé à l'entrée, dans le même peignoir sale et les pantoufles dans lesquelles son père l'avait chassée. Cheveux emmêlés, visage couvert de sang coagulé de sa lèvre fendue. Elle tremblait de froid et d'impuissance. Les employés en manteau coûteux la contournaient comme une pestiférée, évitant de regarder. Elle a vu ma Peugeot, m'a vu. Dans ses yeux a brillé un espoir fou et idiot, dernière étincelle d'une braise mourante. Elle s'est levée d'un bond et s'est précipitée vers la voiture, et tombée à genoux sur l'asphalte mouillé, ignorant le froid et la saleté. « Christophe, mon chéri, pardonne-moi, j'ai tout compris, reprends-moi. Je ferai tout. Je te laverai les pieds, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. » Elle rampait vers moi, s'accrochant au seuil sale de la voiture comme à une dernière bouée. J'ai baissé la vitre. La puanteur de l'habitacle l'a frappée au nez. L'odeur de son parfum et de son eau de Cologne, mêlée à l'odeur de la trahison. « Ça te plaît ?» ai-je demandé. « C'est votre odeur, l'odeur de votre amour. » Elle s'est mise à hurler. « Je t'en prie, Julie, pour Julie, Julie restera avec moi. Et toi ?» Je ne l'ai pas frappée. Je ne l'ai pas photographiée. Je l'ai simplement regardée, cette créature pitoyable et brisée qui avait été ma femme autrefois. Ton Patrick est en réanimation. Il est maintenant mon débiteur pour 300 000 €. Ton père t'a maudite. Tu n'as plus rien. Je l'ai ignoré et suis entré dans l'immeuble. Je suis passé devant la sécurité qui me connaissait et hochait respectueusement la tête. Je suis monté à l'étage, entré dans le bureau de son directeur, M. Moreau. Il a levé les yeux vers moi, empli d'incompréhension. « Christophe, que s'est-il passé? Où est Valérie ?» J'ai posé en silence mon téléphone sur son bureau avec la messagerie ouverte. « Mon bœuf de Labour, Marie des Cavernes, Thierry chéri, vire-moi sur ma carte, je dirais que c'est une prime. » J'ai posé à côté le reçu des boucles d'oreilles. Je lui ai tout raconté sur Patrick Thierry, sur 15 ans de mensonges, sur le fait que son directeur commercial et sa responsable principale ne se contentaient pas de coucher ensemble. Ils volaient aussi. Ils se moquaient de lui comme ils se moquaient de moi. Je suis parti, le laissant lire. Je suis descendu. Valérie était toujours à genoux près de ma voiture, tremblant de froid et de désespoir. 5 minutes plus tard, les portes du centre d'affaires se sont ouvertes. 2 agents de sécurité sont sortis. Ils l'ont prise sous les bras. « Madame Valérie, vous êtes licenciée pour faute grave.
Il vous est interdit d'apparaître sur le territoire. » Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement affaissée. Ils l'ont traînée loin de ma voiture et l'ont jetée sur le trottoir comme un sac d'ordures, inerte et dont personne ne voulait. Je me suis installé dans la Peugeot et démarré le moteur. Elle gisait sur l'asphalte sale et les gens passaient près d'elle, allant au travail, sans la remarquer. Elle n'avait plus de maison, plus de famille, plus de travail, plus d'argent. Elle n'était personne. Je me suis rendu au lavage auto, le plus cher, avec nettoyage complet de l'intérieur. Je regardais les laveurs en respirateur arracher le velours. Les produits chimiques agressifs mordre le plastique, brûlant cette puanteur de chaque recoin. 15 ans de mensonges. Aujourd'hui, j'ai tout nettoyé par le sang, le feu et la peur. Je les ai brisés. J'ai expulsé cette saleté de ma vie et je l'ai fait de telle façon qu'ils ne se relèveront jamais. La justice n'est pas ce qui est écrit dans la loi. La justice, c'est ce que tu arraches de tes propres mains au monde qui t'a trahi. Mon histoire est terminée.